La température de saturation, c'est 100 degrés. Et puis, donc, vous obtenez une température du film de 75 degrés Celsius. D'accord? Donc, ça correspond à 348 Kelvin. À partir de ça, on détermine à droite la conductivité du liquide, qui est 668 watts par mètre Kelvin. Donc, vous remarquez que la conductivité liquide, elle est faible. Ça veut dire que le film liquide est relativement isolant, thermiquement parlant. Donc, ça accroît le fait que la résistance thermique, donc elle est importante. μL, c'est la viscosité dynamique. C'est 375 10 puissance moins 6 newtons-seconde par mètre carré. μL, c'est par définition, c'est la viscosité dynamique divisée par la masse volumique liquide. Donc, c'est 385 fois 10 moins 9, parce que ρL, c'est tout simplement 1 sur VF. D'accord? Puisqu'on prend les propriétés à T film égale à 75 degrés, on considère que le liquide il est saturé à cette température-là. 1 sur VF. D'accord? Donc, c'est 975 kg par mètre cube. À partir de là, donc, nous avons donc, récupéré la valeur de KL, la valeur de νL et nous avons G. Donc, il nous reste à déterminer νL. Pour cela, on calcule le nombre adimensionnel P. Alors, on a besoin de KL, donc c'est ici. L, c'est 1 mètre. Le delta T, c'est connu. μL, c'est ici. Le H'FG, donc c'est la chaleur latente de condensation ou bien l'enthalpie de changement d'état modifiée, donc on va le calculer. Et μL et G, on les a. D'accord? Donc, là, il suffit de calculer H' de FG pour avoir la valeur de P. Donc, la longueur, c'est 1 mètre. Tsat, c'est 100 degrés. C'est de l'eau saturée à P est égal à 1 atmosphère. Ts, c'est 50 degrés. Et G, c'est 9,8 mètres par seconde au carré. Le ρV, alors je ne sais pas pourquoi on a déterminé le ρV ici. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est, on va passer au fichier suivant. On va calculer H'FG. Par définition, H'FG, c'est la chaleur latente de condensation HFG fois 1 plus 0,68 fois le nombre de Jacob. HFG, c'est l'enthalpie de changement d'état de condensation. Il faut la déterminer à la température de saturation, qui est donc de 100 degrés Celsius. C'est 2257 kJ par kg. Je calcule le nombre de Jacob, c'est le maximum de la chaleur sensible, donc c'est CPL fois Tsat moins Ts sur HFG. CPL, je le détermine pour T est égal à la température du film. Donc CPL, c'est 4193 joules par kilogramme Kelvin. Ça, c'est la capacité calorifique massique du film liquide. En remplaçant ici, on obtient le nombre de Jacob qui est donc de 0,0929. Et je vais injecter cette valeur ici pour obtenir la chaleur latente modifiée. Donc, c'est 2400. Vous pouvez comparer la chaleur latente qui est de 2257 avec celle qui est modifiée. Vous faites l'écart relatif, il est à peu près de 6%. D'accord? Cet écart-là, il est d'autant plus important que le nombre de Jacob est élevé. Donc, si le nombre de Jacob est très faible, vous allez avoir la chaleur latente modifiée qui sera à peu près égale à la chaleur latente de base. Donc, si vous avez H'FG, vous remplacez dans l'expression de P, vous allez trouver que P égale à 1501. Si vous revenez au niveau des valeurs de corrélation, donc je reviens ici, je ne sais plus où est-ce que c'est, voilà, c'est ici. Puisque c'est égal à 1501, c'est que je suis ici. Je suis la deuxième corrélation. Donc, je sais que mon régime il est laminaire wavy et que je dois utiliser pour calculer le nombre de Nusselt la corrélation suivante. Donc, c'est 1 sur P fois 0,68P plus 0,89. D'accord?
Donc, on va l'utiliser. On va trouver le nombre de Nusselt qui est égal à 0,20. En utilisant ici le coefficient, la définition du nombre de Nusselt avec une longueur caractéristique qui est modifiée, bien évidemment. C'est nu au carré sur G et non pas le L. D'accord? Ça, je corrigerai. Ça fait donc HL qui est égal à 0,20 fois mes propriétés ici. Et je vais trouver un coefficient d'échange global ou moyen à toute la plaque qui est égal à 5400 watts par mètre carré Kelvin. C'est un coefficient d'échange qui est quand même très élevé. Et il peut être beaucoup plus élevé que ça. Donc, je vous laisse comparer avec les coefficients d'échange de la convection naturelle qui était quelques unités. Avec la convection forcée, c'est quelques dizaines, quelques centaines à quelques milliers. Donc, quand même, on arrive à obtenir des coefficients d'échange très élevés. Je remplace dans la formule de Newton, dans la loi de Newton, Q est égal à HL qui est égal à 5400 watts par mètre carré Kelvin, fois pi dl, la surface d'échange, donc pi fois 0,08 mètres fois 1 mètre, fois l'écart de température qui est 100 degrés pour la vapeur, moins 50 degrés pour la paroi. Ceci me donne une puissance transférée, puissance thermique, de 68 kW. Ça, c'est sur 1 mètre. Donc, c'est quand même une puissance qui est très, très importante. Avec le changement de phase, donc la condensation, on arrive à évacuer des quantités très importantes d'énergie. La deuxième question, c'est de calculer le débit de condensation. Le débit de condensation, par définition, c'est Q sur HFG. En faisant attention à ne pas prendre HFG, mais plutôt H'FG. Donc, le transfert de chaleur, vous l'avez calculé, c'est 68 kW. D'accord? Donc, je le transforme en watts. Donc, c'est 68 fois 10 puissance 3 watts. Et H'FG, on l'avait calculé, c'est 2400 kJ par kilogramme. Ceci me donne un débit massique de 0,0283 kg par seconde. Donc, ça fait 28,3 grammes par seconde. C'est-à-dire qu'on arrive à condenser à peu près 28 grammes de vapeur par seconde. C'est le débit, c'est une remarque, c'est le débit massique du film liquide pour X égale à M. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se condense à l'interface liquide-vapeur, par conservation de la masse, on va le retrouver au niveau de la surface de passage X égale à M. D'accord? Vous prenez tout le film liquide sur toute la plaque, vous dites que le débit qui rentre égale le débit qui sort. Le débit qui rentre, c'est ce qui se condense, et le débit qui sort, c'est le débit massique pour X égale à M. D'accord? Donc, c'est le débit massique total de condensation. Donc, c'est la quantité de vapeur, la quantité totale de vapeur condensée par unité de temps. Donc, voilà. Donc, vous voyez que les calculs sont relativement simples, surtout après avoir adopté la méthode qui calcule le paramètre adimensionnel P. Remarque, on revient aux hypothèses qu'on a prises tout à l'heure. Je vous ai dit, en fin de compte, on a le droit d'utiliser les résultats trouvés pour la plaque plane verticale et l'utiliser pour le cylindre vertical si le rayon du cylindre est très grand devant l'épaisseur du film liquide. D'accord? Donc, le rayon, c'est 4 cm. Le delta, alors, il faut trouver un moyen approximatif pour calculer delta. Là, on a pris un moyen très grossier. On a utilisé l'expression de laminaire lisse, alors que nous, on est en laminaire donc wavy. Mais c'est juste pour avoir l'ordre de grandeur. À peu près, l'épaisseur, elle tourne autour de quel ordre de grandeur? En utilisant la formule de laminaire lisse qu'on a établie tout à l'heure, et on calcule le delta maximum, c'est pour x égale à n, à l'extrémité basse de la plaque verticale, on trouve que c'est à peu près 0,218 mm. Donc, c'est de l'ordre du dixième de millimètre. Donc, si vous faites le rapport entre delta et R, on voit que pratiquement le rayon du cylindre est 200 fois plus grand que l'épaisseur du film liquide. D'accord? Donc, on est vraiment dans le cas où R est très grand devant delta. Donc, les corrélations qu'on a établies pour la plaque plane verticale, on peut les appliquer pour le cylindre vertical.
Maintenant, il a que le rapport delta sur R était faible, faible, c'est-à-dire il était, par exemple, delta était proche de R pour les tout petits cylindres, entre guillemets. Je ne sais pas si cela est possible. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire cette approximation. Le cas le plus général, c'est qu'on peut pratiquement toujours la faire. Puisque nos cylindres, généralement, c'est de l'ordre du centimètre et plus, tandis que l'épaisseur du film, elle est aux alentours du dixième de millimètre. Une autre remarque, si vous augmentez la longueur L, vous allez bien évidemment avoir un coefficient d'échange qui va se dégrader, puisqu'on a dit que H, plus on augmente la longueur L, plus le film sera épais, donc la résistance thermique va être élevée. D'accord? Donc ça, le H, ce n'est pas bon pour le H. Par contre, on arrive quand même à évacuer des flux plus importants, bien évidemment. Si je passe d'une longueur de cylindre de 1 mètre à 2 mètres, eh bien, en termes de débit de condensation, je vais passer de 0,03 kg par seconde à une valeur qui est supérieure à 0,05 kg par seconde. D'accord? Mais avec une efficacité moindre, puisque le H diminue. On arrive aussi à évacuer un transfert de chaleur qui va passer de 70 kW pour 1 mètre, on a trouvé 68, l'exercice 1A, à une valeur de 130 kW. D'accord? Alors, comment on a trouvé ça? C'est à travers la courbe suivante. Voilà. Vous avez la longueur de cylindre, la hauteur de cylindre ici, l'axe des X. Vous commencez par 1 mètre jusqu'à 2 mètres. À la fin de l'exercice, on a traité 1 mètre. À droite, vous avez le débit de condensation en kilogrammes par seconde, donc entre 0 et 0,05. Et à gauche, vous avez le transfert de chaleur en watts, entre 0 et à peu près, donc 10 puissance 3, ça fait 2, et 150 kW. Ici, il y a deux parties pour ce graphique-là. À gauche, c'est le régime laminaire, donc Reynolds inférieur à 1800, et à droite, c'est le régime turbulent. Donc, le calcul qu'on a fait, nous, c'était pour L égale à 1 mètre. On a trouvé à peu près un transfert de chaleur de 68 kW, donc 6,8 10 puissance 4 watts. D'accord? Donc, on est ici. Et on a trouvé un débit de condensation de 28 grammes. D'accord? Donc, à peu près 0,028, donc un peu en dessous de 0,03. D'accord? C'est ce point-là. Donc, si vous passez de 1 mètre à 2 mètres de longueur pour le cylindre, vous allez passer de 68 kW de transfert de chaleur à peu près 130 kW. Et pour le débit massique de condensation, vous allez passer de 28 grammes à une valeur qui est supérieure à 50 grammes par seconde. D'accord? Maintenant, la dernière remarque concerne les gaz incondensables. Imaginez que vous n'avez pas uniquement de la vapeur pure, c'est-à-dire que vous avez de la vapeur mélangée avec des gaz incondensables, par exemple mélangée avec de l'air. Ou l'air, il est présent dans la phase vapeur. Ça va diminuer fortement le débit massif de condensation et le transfert de chaleur. C'est-à-dire que vous allez avoir des quantités évacuées plus faibles, ce qui n'est pas bon, et vous allez avoir une quantité de vapeur condensée beaucoup plus faible. Exemple, si la vapeur contient uniquement 1% de gaz incondensable, par exemple, vous avez 100 grammes de vapeur, elle contient 1 gramme d'air. Uniquement 1% de masse. Dans ce cas-là, le débit massif et le transfert de chaleur va baisser de 65%. Si vous avez l'habitude maintenant d'évacuer 100 kW, ben vous n'allez évacuer que 35 kW. D'accord? Donc là, vous voyez vraiment l'impact de la présence de gaz incondensables dans la phase vapeur. Donc, il faut absolument les éviter. Surtout si vous travaillez en dépression. Si vous avez la vapeur qui est dans une canalisation qui est en dépression, c'est-à-dire en dessous de la pression atmosphérique, donc 0,8 atmosphère, 0,7 bar, 0,6 bar, etc., qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes en dépression, forcément, obligatoirement, à un moment donné ou à un autre, par des défauts d'étanchéité, vous allez avoir de la vapeur, vous allez avoir de l'air extérieur qui va rentrer, qui est à la pression atmosphérique, qui va rentrer à l'intérieur de votre canalisation, donc il va se mélanger avec de la vapeur, qui va former un gaz incondensable. Surtout, le phénomène est plus grave
bien évidemment en dépression. Donc, si vous travaillez en phase de dépression, il faut faire très attention à l'étanchéité de votre système pour éviter ces gaz incondensables qui vont vraiment quasiment détruire votre transfert de chaleur. D'accord? Alors, comme ça, on vient de terminer. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce qu'on a fait? Alors, un petit récapitulatif. Vous avez remarqué, c'est-à-dire à la fin de ce cours, je vous ai présenté des corrélations, 3 corrélations qui dépendent du régime d'écoulement. La nouveauté aussi, c'est que le régime laminaire a comme 2 types de régimes laminaires. Vous avez le régime laminaire lisse et le régime laminaire wavy. Le régime laminaire lisse, au début du chapitre, on a appliqué la théorie de Nusselt sur ce régime-là. Ensuite, on a généralisé les résultats pour les 3 régimes, les 2 régimes laminaires et le régime turbulent. Donc, vous avez des corrélations. Les corrélations, vous aviez au début des corrélations en fonction du nombre de Reynolds, ça, il ne faut pas l'appliquer. Et vous avez à la fin des corrélations en fonction du nombre P. Et c'est ces corrélations qu'il faut appliquer. C'est-à-dire vous calculez au début le nombre adimensionnel P, ça va vous dire dans quel régime vous êtes et vous allez utiliser la bonne corrélation. La corrélation va vous donner le coefficient d'échange de condensation et à partir de ce coefficient d'échange, ça va vous donner d'abord le nombre de Nusselt, le coefficient d'échange via le nombre de Nusselt modifié, d'accord? Et à partir du coefficient d'échange, vous allez calculer votre transfert de chaleur et votre débit de condensation. Donc, je vous encourage, comme toujours, à reprendre le document de ce cours, à revoir toutes les équations qui ont été présentées, à refaire les calculs, refaire les intégrales, refaire tous les calculs pour bien les comprendre. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, par email. Et puis, pour bien comprendre les choses et savoir qu'est-ce qu'on applique. Quelle est la formule à appliquer, dans quel cas je peux appliquer cette formule, etc. etc. Mais le phénomène de condensation, c'est-à-dire généralement, 90% des cas, vous allez calculer le transfert de chaleur, le flux de chaleur et le débit de condensation. Mais pour ça, vous ne pouvez pas faire l'économie de bien comprendre les phénomènes qui existent. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un régime laminaire lisse, qu'est-ce que c'est qu'un régime laminaire wavy, qu'est-ce que c'est qu'un régime turbulent, pour ça vous le savez. Quels sont les paramètres de calcul, c'est-à-dire le débit massique par unité de largeur, l'épaisseur du film liquide, etc. Le merz al-akhir, c'est-à-dire l'objectif final, c'est le coefficient d'échange H et le nombre de Nusselt. Parce que ces deux-là vont vous permettre de calculer votre transfert de chaleur ainsi que la quantité de vapeur que vous pouvez condenser. D'accord, je vous rappelle enfin ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire que la différence, les 2 types de condensation qui existent, les 2 types de condensation de parois qui existent, la condensation en goutte, la condensation en film, et les différences qui peuvent exister entre les deux. Alors, je terminerai par une petite vidéo, c'est celle de la condensation en film ici. D'accord. Je vais répondre à votre question. On va juste voir un film très court. Voilà. Là, vous avez typiquement, vous avez un cylindre horizontal qui est donc entouré donc, par de la vapeur. Le cylindre là, il a une température de surface qui est inférieure à la température de saturation de la vapeur. Donc la vapeur va se condenser.
va former un film liquide tout autour du cylindre. Là, on a vu le cas de le cylindre vertical ou le cas de la plaque plane verticale, mais bien évidemment, il y a toute une théorie sur les cylindres horizontaux. Et lorsqu'il s'écoule le film, il va après descendre par gravité vers le bas. D'accord? Voilà. Alors, la question posée concernant la différence entre HFG et H'FG, vous allez utiliser H'FG, c'est-à-dire HFG modifié. D'accord? HFG, on l'avait considéré lorsqu'on a pris l'hypothèse comme quoi l'advection thermique était négligée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport de chaleur dans le film liquide. C'est-à-dire tout ce qui se condense est entièrement communiqué à la paroi froide. D'accord? Mais ça, quand on fait la théorie de Nusselt avec HFG, on voit, si on le compare avec les résultats pratiques, donc il y a un petit décalage qui est observé. Pour corriger le décalage, on a introduit la notion de H'FG qui tient compte de cette advection thermique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la chaleur de condensation qui est transportée par le film liquide, qui est déplacée par le film liquide. C'est tout. Mais pratiquement parlant, c'est H'FG qu'il faut considérer dans toutes les équations. Bon, si vous n'avez pas de questions, donc on a terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà, je vais vous envoyer les documents. Il faut absolument les retravailler de A à Z. Je vous encourage aussi à faire l'exercice numéro 6, qui ressemble beaucoup à l'exercice numéro 5, à la série. Et puis, comment dirais-je, on se retrouve dimanche prochain à 1h en distanciel. Voilà, portez-vous bien.